Dans cette vidéo, on va analyser une dynamique silencieuse, mais extrêmement puissante, ce moment précis où tu te retires, pas par jeu, pas par manipulation, mais parce que quelque chose en toi change. Et à partir de là, elle ne comprend plus exactement ce qui se passe. Parce que tant que tu étais dans la réaction, dans la présence constante, dans l'effort, tout était lisible. Mais dès que tu te retires, la logique disparaît. Et ce qui remplace la logique, c'est un piège émotionnel. Un piège qu'elle ne voit pas immédiatement, mais qu'elle commence à ressentir. Le stoïcisme nous rappelle quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas ce que tu fais qui perturbe le plus, c'est ce que tu arrêtes de faire sans explication. Si ce type de contenu te parle, abonne-toi au canal, laisse un like à la vidéo et active les notifications pour ne rien manquer. Numéro 1. Le moment où ton retrait casse la lecture qu'elle avait de toi. Au début, Saint-Onde, tout était simple. Elle savait comment tu fonctionnais. Quand tu étais présent, comment tu réagissais, quelle énergie tu apportais, et cette cohérence créait une lecture stable. Même si elle ne l'analysait pas consciemment, elle te comprenait. Et comprendre donne une forme de contrôle. Le stoïcisme explique un principe fondamental. L'esprit humain se repose sur des modèles pour éviter l'incertitude. Et tu étais devenu un modèle, une structure prévisible. Mais quand tu te retires, ce modèle se brise. Et ce moment est crucial. Parce que tu ne remplaces pas ce modèle par un autre, tu laisses un vide, un espace sans réponse claire. Et c'est là que le piège commence. Le paradoxe est puissant. Tu ne fais rien de plus. Mais en retirant ta présence habituelle, tu retires aussi la capacité qu'elle avait à te lire. Et quand la lecture disparaît, l'interprétation commence. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui n'est plus compréhensible devient automatiquement plus présent dans l'attention. Parce que l'esprit cherche à reconstruire ce qu'il a perdu. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il est différent? Pourquoi il ne réagit plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ces questions marquent l'entrée dans le piège. Parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate. Et sans réponse, l'esprit ne s'arrête pas. Il tourne, il analyse, il remplit le vide avec des hypothèses. Et ces hypothèses ne sont jamais neutres. Elles sont influencées par les émotions. Le doute, le manque, l'incertitude. Le paradoxe final est simple. Tu n'as pas cherché à créer un effet. Mais ton retrait a supprimé la structure qui rendait la dynamique simple. Et quand la simplicité disparaît, le système émotionnel prend le relais. Et c'est là que le piège commence vraiment. Numéro 2. Le moment où le vide que tu laisses devient plus fort que ta présence passée. Quand la lecture disparaît, quelque chose de plus subtil apparaît. Le vide, mais pas un vide simple, un vide actif. Le stoïcisme explique un principe profond. Ce qui disparaît sans explication ne s'efface pas. Il se transforme en espace mental. Et cet espace ne reste jamais neutre. Il se remplit. Pas avec des faits, mais avec des projections. Elle ne se concentre plus seulement sur ce que tu étais, mais sur ce qui manque maintenant. Et cette différence crée une intensité nouvelle. Le paradoxe est puissant. Quand tu étais présent, tu étais intégré. Maintenant que tu es absent, tu deviens visible, parce que le vide attire l'attention plus que la continuité. Le stoïcisme ici est clair. L'esprit humain remarque davantage une rupture qu'une présence stable, et ton retrait est une rupture. Pas forcément brutale, mais suffisante pour casser le rythme. Elle commence alors à ressentir ce vide dans des moments précis. Pas tout le temps, mais dans des transitions, entre deux activités, dans un silence, dans une pause mentale, et ces moments deviennent importants, parce qu'ils amplifient la perception de ton absence. Elle peut essayer de rationaliser. C'est normal, c'est rien, ça va passer. Mais le vide ne disparaît pas avec des mots, parce qu'il n'est pas logique, il est émotionnel, et ce vide devient un point de référence, un point auquel son esprit revient, encore et encore. Le paradoxe final est simple, tu n'es plus là pour occuper de l'espace, mais l'espace que tu as laissé commence à se remplir de toi, et ce remplissage est souvent plus intense que la présence elle-même, parce qu'il n'est pas limité par la réalité, il est amplifié par l'imagination. Numéro 3. Le moment où elle commence à confondre ton absence avec une perte de contrôle intérieur. Quand le vide devient une présence mentale, quelque chose change dans sa perception d'elle-même. Elle ne comprend plus totalement sa réaction. Et c'est là que le phénomène devient plus profond. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Lorsqu'un stimulus extérieur disparaît mais continue à produire une réaction interne, l'esprit commence à questionner sa propre stabilité. Et ici, ce n'est plus seulement toi qui es analysé, c'est elle.
Elle remarque ses propres pensées qui reviennent vers toi sans logique claire, et ça crée une forme d'inconfort. Pas parce que tu es présent physiquement, mais parce que tu es encore actif mentalement. Le paradoxe est puissant. Tu n'es pas là pour influencer directement, mais ton absence produit une réaction qui dépasse la logique simple de la distance, et cette réaction devient difficile à contrôler. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui échappe au contrôle conscient commence à occuper plus d'espace dans l'esprit, et c'est exactement ce qui se produit. Elle peut essayer de se distraire, d'occuper son attention ailleurs, de minimiser ce qu'elle ressent. Mais le retour mental reste, pas constant, mais répétitif. Et cette répétition crée une tension interne, parce que l'esprit cherche une cohérence. Pourquoi je pense encore à ça? Pourquoi ça revient sans raison? Pourquoi ça ne disparaît pas complètement? Et ces questions ne trouvent pas de réponse simple, donc elles restent ouvertes. Et une question ouverte continue de fonctionner. Le paradoxe final est simple, tu n'es plus dans la dynamique visible, mais tu es devenu un élément dans sa propre réflexion intérieure. Et quand quelqu'un commence à apparaître dans ses pensées sans intention, ce n'est plus une absence, c'est une présence mentale non contrôlée. Numéro 4, le moment où elle commence à réécrire le passé pour comprendre le présent. Quand une présence mentale devient persistante sans explication, l'esprit change de stratégie. Il ne cherche plus seulement à comprendre le présent, il revisite le passé. Le stoïcisme explique un mécanisme très précis. Lorsque la réalité actuelle est difficile à interpréter, l'esprit tente de reconstruire une cohérence en modifiant la lecture des expériences déjà vécues. Et ici, ton absence agit comme un déclencheur. Elle commence à repenser à certains moments, des conversations, des détails, des réactions. Mais cette fois, la lecture n'est plus la même, parce que le contexte a changé. Le paradoxe est puissant. Les mêmes événements prennent une signification différente selon l'état émotionnel actuel. Et maintenant que tu es absent, tout est relu avec ce filtre. Elle peut se dire que certains signes étaient un plus importants qu'elle ne le pensait, ou au contraire minimiser ce qu'elle avait surestimé. Mais dans les deux cas, elle réévalue. Et cette réévaluation n'est jamais neutre. Le stoïcisme ici est très clair. Le passé n'est jamais fixe dans l'esprit humain. Il est constamment réinterprété par le présent. Et ton absence est devenue le nouveau présent de référence. Elle commence alors à créer des liens. C'était peut-être un signe. Peut-être que j'ai mal interprété. Peut-être que j'aurais dû réagir autrement. Et ces pensées ne sont pas isolées, elles s'enchaînent, parce que l'esprit cherche une version stable de l'histoire, mais aucune version ne s'impose complètement, donc le processus continue. Et cette boucle mentale devient importante, parce qu'elle transforme ton absence actuelle en une relecture permanente du passé. Le paradoxe final est simple, tu n'es pas seulement absent dans le présent, tu es devenu une variable qui modifie la façon dont le passé est compris. Et quand le passé change dans l'esprit, le présent ne peut plus rester stable. Numéro 5, le moment où elle commence à chercher une explication émotionnelle à ce qui était autrefois simple. Quand le passé est réévalué en permanence, quelque chose d'inévitable se produit. L'esprit commence à chercher une explication émotionnelle, pas seulement logique, mais une explication qui fait sens intérieurement. Le stoïcisme explique un principe essentiel. L'être humain ne supporte pas longtemps une histoire sans cohérence émotionnelle. Et ici, la cohérence a disparu. Avant, tout semblait simple. Une dynamique claire, une interaction compréhensible, une continuité émotionnelle. Mais maintenant, tout était fragmenté. Et cette fragmentation crée un besoin de sens. Elle ne regarde plus seulement ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Elle essaie de comprendre ce que ça signifie. Et c'est là que la perception change de niveau. Le paradoxe est puissant. Tu n'as pas envoyé de message, tu n'as pas expliqué ton retrait. Mais ton silence devient interprété comme un langage, et ce langage est analysé. Le stoïcisme ici est très clair. L'esprit humain ne tolère pas le silence pur. Il le transforme en message, et ce message est ensuite chargé d'émotions. Elle peut commencer à relier ton comportement à des hypothèses internes, distance, changement, désintérêt, ou au contraire, importance cachée. Et aucune hypothèse ne se stabilise totalement, mais toutes existent en même temps. Et cette coexistence crée une tension mentale, parce que plusieurs vérités possibles se superposent. Elle ne sait plus laquelle est correcte, donc elle ressent. Et c'est ce ressenti qui prend le dessus sur la logique. Le paradoxe final est simple, tu n'as rien dit de plus. Mais ton silence a été transformé en narration interne,
et une narration émotionnelle a toujours plus d'impact qu'un fait brut. Numéro 6. Le moment où elle commence à ressentir une perte de contrôle sur ses propres réactions. Quand une narration interne devient plus forte que les faits, quelque chose change dans le rapport à soi. Elle ne contrôle plus totalement ce qu'elle ressent. Et c'est là que la dynamique devient plus profonde. Le stoïcisme explique un principe fondamental. Ce n'est pas l'événement extérieur qui perturbe l'esprit, mais l'interprétation répétée que l'esprit en fait. Et ici, l'interprétation tourne en boucle. Elle pense, elle repense, elle corrige, elle imagine, et malgré ça, rien ne se stabilise complètement. Le paradoxe est puissant. Tu es absent. Mais ton absence déclenche une activité mentale qui, elle, est bien présente. Et cette activité commence à influencer ses émotions sans passer par la logique. Elle peut se surprendre à réagir intérieurement à des choses simples, un silence, un souvenir, une situation similaire. Et ces réactions ne sont pas toujours choisies. Elles apparaissent. Et c'est précisément ça qui crée la sensation de perte de contrôle. Le stoïcisme ici est très clair. Quand une pensée revient sans être invitée, elle commence à appartenir à un niveau plus profond que la volonté. Et ce niveau est émotionnel. Elle peut essayer de reprendre le contrôle, de se recentrer, de rationaliser, de s'éloigner mentalement. Mais les retours internes continuent. Et cette continuité crée une fatigue invisible, parce que l'esprit travaille sans fin pour résoudre quelque chose qui ne se résout pas facilement. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas en train d'agir sur elle, mais ton absence a déclenché un système interne qui agit tout seul, et ce qui agit sans contrôle conscient prend toujours plus de place qu'une décision volontaire. Numéro 7. Le moment où elle commence à te reconstruire mentalement pour retrouver une stabilité. Quand les pensées deviennent automatiques et répétitives, l'esprit cherche une solution plus structurée. Il ne se contente plus de ressentir, il reconstruit. Et c'est là que quelque chose de plus profond apparaît. Le stoïcisme explique une dynamique essentielle. L'esprit humain préfère créer une version cohérente de la réalité plutôt que de vivre dans l'incohérence prolongée. Et ici, l'incohérence est ton absence émotionnelle dans un cadre où tu étais auparavant présent. Donc elle reconstruit. Elle imagine des versions de toi, des intentions possibles, des raisons possibles, des explications possibles. Et ces versions ne sont pas fixes. Elles changent avec son état émotionnel. Le paradoxe est puissant. Tu n'es plus une seule personne dans sa perception. Tu deviens plusieurs interprétations de toi. Et chacune d'elles essaie d'exister en même temps. Le stoïcisme ici est très clair. Quand la réalité ne fournit plus de repères stables, l'esprit crée des modèles internes pour survivre à l'incertitude. Et ces modèles deviennent actifs. Elle peut penser à toi comme distant, puis comme stratégique, puis comme simplement changé, puis comme encore important. Et cette oscillation crée une forme de mouvement intérieur constant. Ce mouvement n'est pas visible à l'extérieur, mais il est intense à l'intérieur, parce que chaque version de toi qu'elle construit essaie de résoudre une tension. Mais aucune ne résout tout. Donc le système continue. Et plus elle construit de versions, plus ton image devient complexe dans son esprit. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas en train de changer dans la réalité. Mais dans son esprit, tu es devenu un ensemble de possibilités. Et une personne qui existe comme possibilité multiple ne peut pas être mentalement ignorée facilement. Numéro 8, le moment où elle commence à ressentir que la stabilité émotionnelle dépend de toi, même sans contact. Quand une personne existe sous plusieurs versions dans l'esprit, un phénomène plus profond se déclenche. La dépendance de stabilité. Mais pas une dépendance visible, une dépendance interne. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain s'attache inconsciemment aux éléments qui réduisent son incertitude, même si ces éléments ne sont pas présents physiquement. Et ici, tu es devenu un point de référence mentale instable mais central. Elle ne te contacte pas forcément, mais elle te utilise mentalement comme repère, pour comprendre, pour comparer, pour stabiliser ses propres émotions. Le paradoxe est puissant. Tu es absent dans la réalité, mais présent dans le mécanisme de régulation émotionnelle. Et ça change la nature du lien. Ce n'est plus une interaction, c'est une référence interne. Le stoïcisme ici est très clair. Ce que l'esprit utilise pour se stabiliser devient progressivement indispensable à son équilibre psychologique. Et c'est là que la dynamique devient subtile. Elle peut ne pas en être consciente, mais certaines émotions passent encore par toi. Une comparaison, une pensée, une réaction interne face à une situation actuelle. Et même sans interaction, tu es impliqué. Le système ne s'est pas arrêté.
il a changé de forme. Et cette forme est plus discrète mais plus persistante, parce qu'elle ne dépend plus de ton action directe, elle dépend de son fonctionnement interne. Le paradoxe final est simple. Tu n'es plus une présence extérieure, tu es devenu un outil interne de régulation émotionnelle. Et ce qui sert à réguler reste toujours actif, même sans contact. Numéro 9. Le moment où elle commence à confondre ton absence avec une tension qu'elle ne peut plus ignorer, quand quelqu'un devient un repère interne, quelque chose change dans la perception du manque. Le vide n'est plus neutre, il devient chargé. Et cette charge commence à influencer ses réactions sans interaction directe. Le stoïcisme explique un principe fondamental. Ce n'est pas la présence qui crée l'attachement, mais la régulation émotionnelle que la présence permettait. Et ici, cette régulation est perturbée, donc le système compense. Elle ressent des variations internes plus fréquentes, pas toujours fortes, mais répétées. Et cette répétition crée une tension de fond. Le paradoxe est puissant. Tu n'es pas en train de faire quelque chose dans sa vie, mais ton absence agit comme un élément actif dans sa stabilité intérieure, et ce décalage devient difficile à ignorer. Elle peut continuer ses activités normales, mais à l'intérieur quelque chose reste en arrière-plan, une sorte de pression silencieuse, une absence qui n'est pas vide, mais présente. Le stoïcisme ici est très clair. Quand une source de stabilité disparaît sans être remplacée, l'esprit continue de la simuler mentalement. Et cette simulation ne disparaît pas facilement. Elle s'active dans des moments précis. Quand elle est seule, quand elle réfléchit, quand elle se retrouve face à une situation émotionnelle similaire. Et à chaque activation, ton image revient. Pas comme souvenir passif, mais comme référence fonctionnelle. Et cette référence devient plus sensible avec le temps, parce qu'elle est utilisée, même inconsciemment, pour mesurer d'autres expériences. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas seulement dans sa mémoire. Tu es dans la manière dont elle équilibre ce qu'elle ressent au présent. Et ce qui influence le présent ne reste jamais en arrière-plan très longtemps. Numéro 10, le moment où elle commence à envisager de revenir, sans être sûre de ce qu'elle va retrouver. Quand une tension devient constante, l'esprit cherche naturellement une sortie. Et cette sortie prend souvent une forme très simple. Le retour, pas encore une action, mais une idée, une possibilité. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain revient vers ce qui lui servait de point de stabilité, même après la distance, tant que la compréhension n'est pas totalement clôturée. Et ici, rien n'est clôturé, ni la perception, ni les émotions, ni la lecture de la situation. Donc l'idée de revenir apparaît. Mais elle n'est pas stable, elle est fragile, parce qu'elle se heurte à une incertitude plus grande. Est-ce que ce sera comme avant ? Et cette question change tout. Le paradoxe est puissant. Avant, revenir était simple. Maintenant, revenir devient une confrontation avec l'inconnu. Et l'inconnu n'est pas confortable. Elle ne sait pas si la dynamique est encore accessible. Elle ne sait pas si la même version de toi existe encore dans cette interaction. Elle ne sait pas si elle peut retrouver la même stabilité émotionnelle, et cette incertitude ralentit tout. Mais elle n'efface pas le mouvement. Le stoïcisme ici est très clair. Quand quelque chose a été utilisé comme référence interne, son absence crée une tension de rappel. Et cette tension pousse à reconsidérer la connexion. Pas par impulsion, mais par besoin de compréhension. Elle peut donc observer davantage, tester subtilement, rechercher des signaux, évaluer des réactions potentielles. Mais rien n'est garanti. Et c'est ce qui rend le processus mental actif. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas en train de revenir dans sa vie, mais son esprit commence à simuler la possibilité de ton retour, et une possibilité mentale a déjà commencé à influencer la réalité perçue. Numéro 11, le moment où elle commence à comprendre que ce n'est plus toi qu'elle cherche, mais la version d'elle-même qu'elle perd dans cette distance. Quand la possibilité du retour devient mentale, quelque chose de plus profond apparaît. La réflexion change de direction. Elle ne tourne plus uniquement autour de toi. Elle commence à revenir vers elle. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Les relations ne révèlent pas seulement l'autre, elles révèlent surtout la stabilité intérieure de celui qui observe. Et ici, l'observation prolongée crée un effet miroir. Elle ne cherche plus seulement à comprendre ton comportement, elle commence à comprendre sa propre réaction à ton comportement. Et ça change la nature du conflit intérieur. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus seulement ton absence qui occupe l'esprit, c'est la manière dont cette absence la fait se sentir. Et cette nuance est fondamentale, parce qu'elle ne peut plus réduire la situation à quelque chose de simple. Elle doit intégrer deux niveaux en même temps, ce que tu fais et ce que ça produit en elle.
Le stoïcisme ici est très clair. Quand l'esprit ne peut plus séparer l'événement de la réaction, il commence à s'observer lui-même. Et cette auto-observation change tout. Elle peut remarquer des choses subtiles, une sensibilité plus forte, une pensée récurrente, une difficulté à totalement détacher l'attention. Et cette prise de conscience crée une deuxième couche, parce qu'elle ne contrôle pas entièrement ce qu'elle ressent, mais elle le voit. Et voir quelque chose qu'on ne contrôle pas crée une forme de lucidité inconfortable. Le paradoxe final est simple. Tu n'es plus seulement une présence mentale dans son esprit. Tu es devenu un déclencheur de prise de conscience intérieure. Et parfois, ce qui déclenche la conscience reste plus longtemps que ce qui a déclenché la réaction elle-même. Numéro 12, conclusion, le moment où tu comprends que le vrai pouvoir n'est pas dans la distance, mais dans le détachement intérieur. Quand la prise de conscience apparaît, tout le reste change de signification. On comprend alors quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la distance qui crée l'impact, ce n'est pas le silence, ce n'est pas même le retrait. C'est la manière dont tu n'es plus dépendant de la réaction que tu provoques. Le stoïcisme ramène toujours à ce point. Tu ne contrôles ni les émotions des autres, ni leurs interprétations, mais tu contrôles ton propre niveau d'attachement à ces réactions. Et c'est là que la dynamique se transforme vraiment. Parce que tant que tu attends quelque chose, tu restes lié. Mais quand tu n'attends plus, tu deviens libre. Le paradoxe final est simple. Ce que l'autre ressent, interprète ou reconstruit n'est plus un indicateur de ton état intérieur, mais uniquement un mouvement dans son propre système mental. Et ce mouvement peut exister. Fort, faible, confus, intense, sans jamais définir qui tu es. Le stoïcisme ici est clair. La vraie stabilité ne vient pas de contrôler les autres, mais de ne plus être contrôlé par le besoin de comprendre leurs réactions. Et à ce niveau, la distance ne crée plus d'effet. Elle devient simplement une conséquence naturelle de ta liberté intérieure.